Quel est le point commun entre des plongeurs perliers sans bouteille, des marins qui se jettent à l'eau avec un caillou au pied, des princesses qui roulent en Porsche Cayenne et des influenceuses qui se font littéralement chier dessus pour 15 000 €? Donnez-moi vos réponses en commentaire. La réponse c'est quoi? C'est Dubaï. C'est évidemment Dubaï. C'est pas une ville, Dubaï. C'est une putain d'hallucination collective. Une ville qui n'a rien, qui n'a jamais rien eu comme on va le voir, et qui a décidé de devenir un fantasme mondial pour le meilleur et surtout, évidemment, pour le pire. Un rêve de princesse, un rêve de réussite et évidemment que de la façade. Et des scandales, on va voir ça, putain t'as peur. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement de hangar à perles au toit du monde, de la crique au gratte-ciel, de la date à Dubaï. Pas mal, allitération. C'est parti. Mais alors, on parle de quoi? Parce que avant d'être une ville à influenceuses et à bouffeurs de crottes, Dubaï, c'est littéralement un village de pêcheurs, un village de commerçants perdu au bord d'une crique dans une région quelque part aussi inhospitalière que la ZAC de Valenciennes, village qui à l'époque ne vivait que de la pêche, mais aussi de la récolte de perles et un peu d'agriculture. Là, je te parle de 1000 habitants 1822, 50 000 si tu comptes les chèvres et les chameaux. Dubaï arrive quand même à faire parler d'elle à l'époque parce que le port de Dubaï, le Dubai Creek, c'est un hub régional pour le transit de poutres, donc les bateaux traditionnels. Donc passent par là des épices, des dattes et des tissus qui vont des Indes vers l'Afrique et l'Arabie. Qui dit transit, dit marchand, et qui dit marchand, dit loi favorable aux marchands. En 1894, le cheikh Saïd Al Maktoum, de la famille des Maktoum, qui dirige la ville depuis 1833, se dit que pour attirer les marchands persans et les marchands indiens, il faut supprimer purement et simplement les taxes et les douanes pour eux. Résultat, Dubaï devient un mini repère de commerçants qui fuient les impôts de leur pays natal. Rien de ouf, mais l'esprit proto-entrepreneurial qui va caractériser la ville 150 ans plus tard, il est quelque part un peu déjà là. Le quartier de Bastakia, dont on va parler dans la vidéo et dont vous entendrez sûrement parler, est créé par des marchands persans qui fuyaient les taxes, par exemple. À cette époque, Dubaï, c'est the place to be. The place to be pour les plongeurs perliers de toute la côte du Golfe. Et ça, la recherche de perles, c'est un vrai délire. Les plongeurs descendaient à 10-15 mètres sans bouteille, juste avec des pince-nez et un caillou pour couler plus vite. Et toute la ville de Dubaï, à l'époque, s'organisait autour de ce business. Au début du XXe siècle, on est sur 95% de l'économie du Golfe, Dubaï inclus, qui est permise par le commerce de perles. Retenez bien ça. Dubaï, à cette époque, dépendait de cette culture de la perle. 1200 navires étaient dédiés à la pêche qu'on appelle la pêche perlière et un quart de ces bateaux partaient du port de Dubaï. Les perles étaient ensuite exportées vers l'Europe, vers l'Inde et vers le Japon, où elles étaient réputées pour leur éclat naturel. Sur le marché, en vrai, à l'époque, il n'y a pas meilleur perlier que Dubaï. Et quand je dis que la perle structurait la vie des habitants de Dubaï, c'est que nos plongeurs partaient en mer pendant 3 mois, faisaient vivre leur famille grâce au commerce perlier, parfois mouraient en mer pour aller chercher la perle. Ils étaient formés au commerce de la perle, donc au commerce plus globalement. Ils étaient ouverts sur le monde puisque transitaient par des tonnes et des tonnes de marchandises, et j'en passe. Sauf qu'en 1920, il y a un drame pour Dubaï. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Je le sais, vous n'êtes pas cons. Je parle évidemment de Kokichi Mikimoto. Ah, vous connaissez pas l'histoire de Kokichi Mikimoto? Je vous la fais très brièvement. À cette époque, ça casse un peu les couilles au Japon de dépendre d'un petit village de blédards perdu dans le trou du cul du Moyen-Orient pour flex avec des perles. Du coup, les Japonais, ils inventent la leur. Ils inventent leurs propres perles. Beaucoup moins chères et facilement reproductible en masse grâce à ce fameux Mikimoto. Résultat, le marché mondial de la perle naturelle s'effondre parce que la perle japonaise, en vrai, elle déboîte tout. 1929, Grande Dépression, les gens, les poches sont vides, ils ont plus d'oseille. Et qu'est-ce qui coupe comme dépense en premier? Les trucs superflus. Et qu'est-ce qui est superflu? C'est la perle.
Donc, 1929, la demande de perles, elle s'effondre. Et à ce moment-là, donc, concurrence japonaise, Grande Dépression, Dubaï, ça regarde ses pompes. On ne sait plus où on habite. On est à 2 doigts de la disparition. Tout le monde part, une grande partie de la population part. C'est la famine, ça gratte 2-3 allocs à droite à gauche, ça mange des dattes, ça mange carrément des criquets, dans cette époque un peu sombre de Dubaï. Et on se pose la question, en vrai, Dubaï, c'est pas très utile. On peut la raser. Je rappelle que 95% des activités à l'époque tournaient autour du commerce de la perle. Donc, à cette époque-là, la question se pose, est-ce que Dubaï est vraiment viable ? Mais non. En 1930, Dubaï a encore un seul atout, c'est son port. Et on va accentuer les politiques dont on parlait, et qui ressemblent un peu, grosso merdo, à ce qu'a fait Singapour un peu plus tard, à savoir, on va supprimer toutes les taxes et les douanes pour attirer encore plus de marchands qu'il n'y en avait déjà. Parce que, mis à part son emplacement géographique, sans perles, Dubaï n'a absolument plus rien à vendre. Au début du XXe siècle, la population passe de 10 000 habitants à 15 000 en 1950, donc c'est absolument pas la croissance démographique qui laisse présager ce qui va arriver dans les décennies à venir. On est dans les années 1960, Dubaï est encore une fois au bord du gouffre parce que le délire business friendly, ça va 2 minutes, mais en fait, il y a d'autres ports qui font concurrence à Dubaï. Et puis Dubaï, en vrai, elle n'a pas grand-chose à offrir aux marchands étrangers, si ce n'est de ne pas payer beaucoup d'oseille. C'est assez léger. Dubaï tente de rebondir en devenant un hub régional avec un port, mais c'est léger comme je vous le disais. Surtout que ce port se fait grâce aux prêts que Dubaï contracte au Koweït. Pour vous dire le pragmatisme de la famille qui gérait Dubaï à l'époque. Elle refuse d'utiliser son propre argent pour faire le port. Mais cette histoire de perles va entraîner une prise de conscience chez les dirigeants, chez les Maktoum. Prise de conscience qui va être essentielle pour la suite de l'histoire. Dubaï se dit qu'elle ne peut pas dépendre d'une seule activité. Et ça tombe bien parce que l'année 1966 va être l'occasion d'appliquer cette leçon, d'appliquer cette prise de conscience. Cette année, 1966, les équipes de Petroleum Development, ils forent depuis belle levrette dans la région, ils cherchent un peu des trucs sympas à se mettre sous la dent, et ils forent au large de la côte dubaïote. Ça les branle, ils trouvent rien, et ils sont à 2 doigts de rentrer à la maison. Sauf qu'à 120 km au large de Dubaï, ils tombent sur le champ pétrolier du Fateh. C'est pas le plus gros bébé, c'est pas un gisement gigantesque, mais pour la ville, ça change complètement la donne. Le boss de Dubaï, Sheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, il capte pas trop, dans un premier temps, tout le potentiel que c'est d'avoir du pétrole au large de ses côtes. Et c'est un peu cette incompréhension vis-à-vis du pétrole qui va le sauver. Je m'explique. À l'époque, il se dit: je vais avoir un tout petit peu plus d'oseille que d'habitude, mais pas tant que ça. Du coup, il va rester extrêmement pragmatique avec l'afflux d'argent qui va rentrer dans Dubaï. Il commence à planifier, il planifie la construction de ports, la construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles et d'aéroports. Il veut que Dubaï devienne une vraie ville diversifiée et pas uniquement un campement bédouin 2.0 sous perfusion pétrolière comme il le voit un peu autour de lui. Dès 1969, les premiers barils de pétrole s'exportent à l'international, la population explose et passe de 59 000 habitants en 1969, soit 4 fois plus qu'au début des années 50, puis à 200 000 en 1977. Le pétrole représente 2/3 du PIB de la ville dans les années 70, mais Maktoum, il sait ce qui se passe quand on dépend que d'une seule activité. Il se souvient de cette affaire de perles et de cet enculé de Kokishi Mikimoto. Donc il veut se diversifier, Maktoum. Et il aurait dit cette punchline extrêmement stylée, à savoir: mon grand-père montait un chameau, mon père montait un chameau, moi je conduis une Mercedes, mon fils conduira une Land Rover, mais son fils remontera un chameau. Traduction, Bélec, si on dépend trop du pétrole, on va se faire perler, si vous me passez l'expression parfaitement inventée. Donc, ce que fait Maktoum, c'est qu'il investit massivement pour préparer l'après-pétrole. Il pose les bases du Dubaï qu'on connaît actuellement. Donc une ville extrêmement attractive pour les capitaux étrangers et surtout une ville sécurisée à tout point de vue. Il cherche à faire du pétrole un kicker, comme on dit dans le milieu, un kicker économique, un levier, mais pas un business en tant que tel, comme peut l'être le pétrole en Arabie Saoudite ou en Azerbaïdjan, par exemple. Et c'est à cette période-là que Dubaï devient littéralement
le mythe Dubaï, avec ses gratte-ciel, ses hôtels de luxe et ses îles artificielles. Et finalement, c'est à cette époque-là que Dubaï commence à être la vitrine du Moyen-Orient de la démesure. Parce qu'à partir des années 1970, Dubaï a littéralement le cul bordé de nouilles. 1971, indépendance des Émirats Arabes Unis après le retrait britannique. Dubaï devient un acteur à part entière, mais Abu Dhabi garde le pouvoir politique et les plus grosses réserves de pétrole. 1975, guerre civile libanaise. Alors là, on pourrait se dire, en fait, c'est quoi le rapport entre la guerre civile libanaise et Dubaï ? Le rapport, c'est qu'avant 1975, la ville du business mondial et des échanges commerciaux, au Moyen-Orient en tout cas, c'était Beyrouth. Avec la chute de Beyrouth, les entrepreneurs, les commerçants et les capitaux étrangers cherchent un lieu favorable économiquement. Et ce lieu, c'est justement Dubaï. Dubaï qui va récupérer tous les acteurs économiques qui fuient la guerre civile au Liban. 1979, révolution iranienne. Alors là encore, on pourrait dire c'est quoi le putain de rapport entre une révolution islamique et Dubaï ? Le rapport, c'est que cette révolution islamique de 1979 va faire fuir les talents, va faire fuir les capitaux et va faire fuir la classe libérale du pays. Et pour ceux qui ne veulent pas émigrer en Occident, ils se demandent où aller. Où est-ce qu'on peut aller avec notre oseille ? Et ils entendent parler d'un lieu qui accueille depuis 150 ans des commerçants perses, donc les ancêtres des Iraniens, avec des douanes et des taxes extrêmement favorables. Et ce lieu, c'est Dubaï. 1979, c'est une date extrêmement importante pour Dubaï. C'est le moment de l'inauguration du World Trade Center de la ville, le plus haut gratte-ciel du Moyen-Orient à l'époque, en présence, excusez du peu, de la reine Elisabeth II. Et surtout, cette date, c'est la création de Jebel Ali, qui est l'un des plus grands ports artificiels du monde, qui a été pensé, qui a été conçu pour capter l'ensemble du commerce international et pour concurrencer les voisins, notamment pour concurrencer Abu Dhabi. Dans les années 1990, on a une explosion de la mondialisation, une explosion des échanges commerciaux avec la chute de l'URSS. Par ailleurs, cette chute de l'URSS fait que l'Asie devient un acteur important, voire un acteur incontournable du commerce international, puisque l'Asie n'est plus cadenassée et forcée de coopérer avec l'Union soviétique. La nouvelle classe entreprenante asiatique, nouvelle classe chinoise notamment, elle cherche un hub logistique et financier pour s'installer, pour faire des affaires. Et ce lieu, c'est Dubaï. Et ce qui caractérise Dubaï à cette époque, c'est une triple volonté. Déjà, marquer les esprits. Comme je vous le disais, Dubaï n'a pas les réserves pétrolières de ses voisins, notamment les réserves pétrolières d'Abu Dhabi. Donc Dubaï va tout miser sur l'image, sur le spectacle, sur la démesure, pour un objectif, développer d'autres branches qui sont rentables, notamment le tourisme, notamment l'investissement et notamment les médias. Ensuite, Dubaï veut créer un mythe mondial. En 1999, on finalise la construction du Burj Al Arab, l'hôtel 7 étoiles, pas 5, pas 6, mais 7 étoiles, premier du nom, puis ce sera le plus haut gratte-ciel du monde en 2010, le Burj Khalifa, ou la première île artificielle du monde en forme de palmier, la Palme Jumeirah. Chaque projet qui voit le jour à Dubaï est pensé pour être un record mondial, pour être un buzz mondial. Et ça marche. Ça crée de la curiosité, ça crée des ventes et donc ça crée du chiffre d'affaires qui sera réinvesti pour faire du spectacle. Parce que les gens, investisseurs ou non d'ailleurs, ils veulent être à Dubaï. Et même, ils veulent en être. Ils veulent faire partie de l'histoire qu'est en train d'écrire Dubaï. On va avoir le Dubaï Mall en 2008, l'un des plus grands centres commerciaux du monde avec une patinoire en plein désert. Bref, Dubaï devient le lieu de la démesure. Et enfin, Dubaï Marine, quartier résidentiel et commercial, quartier ultra-moderne avec gratte-ciel, avec des yachts et avec une vie nocturne qui est objectivement inédite pour la région, qui est une preuve que Dubaï ne répond pas à une logique contextuelle et historique, mais à une logique de mondialisation de la démesure. On y reviendra dans ma dernière partie. Et dernier élément, ce qui caractérise Dubaï à cette période-là, c'est un élément qui est trop souvent oublié, c'est la rivalité avec Abu Dhabi, puisque Abu Dhabi a le pouvoir politique, le pouvoir de l'argent. Dubaï doit se faire remarquer à côté. Dubaï doit avoir la lumière, la reconnaissance et la réputation. Alors évidemment, c'est fraternel, il n'y a pas de guerre entre les deux villes, mais c'est très réel. C'est que Dubaï devient Dubaï pour se faire remarquer dans un contexte où Abu Dhabi est objectivement plus puissant. On était à 862 000 habitants en 2000, on est à 2 millions en 2010. Le pari du tourisme a clairement marché.
6 millions de visiteurs en 2005, 9 millions de visiteurs en 2008 et 17 millions de visiteurs en 2019. Dubaï dépasse Rome ou Bangkok, qui sont des villes extrêmement touristiques. Plus de 45 zones franches sont créées, 0% d'impôt sur les sociétés dans la plupart des cas et 10 000 nouvelles entreprises à Dubaï par an. Mais alors, je vous connais. Si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est parce que vous avez déjà entendu parler de Dubaï. Et si vous avez déjà entendu parler de Dubaï, c'est certainement pas, je suis prêt à mettre ma main à couper là-dessus, c'est certainement pas parce que vous êtes un maître perlier ou un investisseur immobilier. Non. Si vous avez déjà entendu parler de Dubaï, c'est parce que vous avez été victime de la plus grande campagne d'influence de l'histoire. Dans les années 2010, Dubaï, c'est la ville qui a compris avant tout le monde que l'image, c'est du business. Mais dans ces années-là, dans ces années 2010, un nouveau levier pour faire parler de la ville et pour faire parler de soi émerge, j'ai nommé les réseaux sociaux. Parce que avant nos amis les réseaux sociaux, pour faire parler de toi, il fallait des gros projets, il fallait des trucs gigantesques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la démesure. Il fallait médiatiser sa démesure, il fallait payer des régies publicitaires, attendre, parfois être refusé, signer des contrats avec la télé et compagnie, c'était casse-couille. Avec l'émergence des réseaux sociaux, tout va changer. Et je rappelle qu'on est sur un territoire avec des free zones où tu peux créer ta boîte pour quelques milliers d'euros. Donc on a d'un côté un territoire qui est très attractif pour les entrepreneurs, de l'autre l'émergence de figures médiatiques qui ont besoin de montrer à leur communauté qu'ils ont réussi. Ils ont besoin de montrer à leur communauté qu'ils ont de l'argent, qu'ils vivent dans l'opulence. Et oui, je veux évidemment parler de cette race des influenceurs. Dans ce business, tout le monde est gagnant. Dubaï va faire parler d'elle en payant des influenceurs et les influenceurs se mettent en scène à Dubaï pour montrer leur succès. En sous-main, Dubaï va investir à fond sur l'influence et créer des Content Creator Support Funds ou des grandes écoles d'influenceurs, dans l'idée que plus la ville est visible, plus elle attire des touristes. Et plus elle attire des touristes, plus dans ces touristes-là, on va avoir des investisseurs, des nouveaux influenceurs, bref, cercle extrêmement vertueux. D'un côté, les influenceurs qui veulent montrer qu'ils ont réussi, de l'autre, Dubaï met en scène la réussite. Et c'est pour ça qu'à partir de 2010, Dubaï devient un décor de story Instagram plus qu'une ville en soi. Les plages, les déserts, les hôtels de luxe, les gratte-ciel, tout ça, c'est fait pour que chaque post, chaque story claque sa mère et fasse rêver la communauté de l'influenceur. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 créateurs de contenu qui sont installés dans la ville, suivis par 2,3 milliards de personnes. Résultat, la ville est la 3e ville la plus visitée de la planète. Parce que Dubaï a compris un truc essentiel, un truc ultra important dans le milieu de la communication. L'influence, c'est la publicité la plus efficace parce qu'elle est incarnée. Quand Nabila ou Dakatan ou Cristiano Ronaldo postent une story à Dubaï, on se dit pas « Ah, c'est marrant, ils sont à Dubaï ». On se dit « Ils ont réussi, donc ils vont à Dubaï ». On associe Dubaï à l'excellence, on associe Dubaï à la réussite. Tu entends bling bling et réussite, tu penses à Dubaï, exactement comme tu pensais naturellement à NordVPN quand on parlait de VPN. NordVPN avait associé son image à ce qu'elle représentait, à savoir un VPN. Et Dubaï a associé son image à ce que visuellement elle est, à savoir un lieu de la démesure et de la réussite. Dubaï a réussi un coup de maître en marketing, à savoir associer son image à la réussite financière. Et c'est un cercle, comme je le disais, extrêmement vertueux. Plus il y a d'influenceurs, plus ils se filment. Plus ils se filment, plus ils se promeuvent, plus ils attirent des nouveaux influenceurs jusqu'à toi qui regarde cette vidéo, qui a entendu parler de la ville. Et quand je te dis ça, quand je te parle de cette ville, tu penses à la démesure, tu penses à la réussite et tu penses à l'oseille. Donc, cette campagne d'influence, elle a marché. Avant de continuer sur la vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un truc. Tu vois ce délire, cette société de l'image où tu n'existes plus vraiment tant que tu n'as pas montré que tu existes, où tu peux avoir une vie vide, mais un feed bien rempli. C'est pas juste Dubaï, c'est nous tous. On passe notre vie à regarder des mecs faire semblant d'avoir réussi, à envier des vies complètement photoshopées, à scroller et à perdre progressivement un peu de notre temps de vie. On s'épuise, on devient fou, on se perd. Et c'est pour ça que j'ai créé une newsletter qui est 100% gratuite. Et cette newsletter, elle s'appelle Le Combat pour Soi. Alors, c'est pas une énième pub pour un shaker protéiné ou pour une routine miracle à 5 heures du mat. C'est une lettre de guerre contre la perte de contrôle que j'ai expérimentée
fait pendant 1 an et demi. Comment ça marche? Je t'envoie une fois par semaine, tous les lundis à 9 h, des stratégies concrètes pour récupérer ta concentration, pour récupérer ton attention, pour récupérer ta discipline et globalement arrêter de vivre dans un monde où c'est TikTok qui décide si tu as oui ou non une bonne journée. Si tu veux redevenir maître ou maîtresse de ton cerveau, maître ou maîtresse de ton corps, de ta vie, de ta volonté, de ta discipline, de ta motivation, inscris-toi. C'est gratuit, ça se passe dans la description et c'est probablement, sans me jeter des fleurs, le seul mail qui va vraiment te servir durant toute cette semaine. Je te mets tous les liens dans la description et on se retrouve pour la vidéo. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez entendu parler de Dubaï, parfois en mal. Parce qu'on a entendu parler des scandales de Dubaï, des scandales complètement tordus. Et oui, on va parler des porta-potty. Porta-potty, pour ceux qui ne savent pas, vous n'allez pas être déçus. Mais avant tout, il faut qu'on fasse une toute petite analyse. À partir des années 2015, Dubaï va attirer tout et n'importe quoi en son sein. Beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui y viennent n'ont pas réellement de valeur ajoutée en tant que telle. Ces influenceurs ou ces influenceuses, souvent des influenceuses, elles ne créent rien. Leur business, c'est leur image, c'est leur lifestyle, c'est leur capacité à générer du rêve. Capacité permise par le fait qu'elles soient influenceuses. Influenceuses par la capacité qu'elles ont à créer du rêve. Vous voyez que il n'y a pas de création de valeur quelque part. Elle crée quelque chose en se reposant sur le fait qu'elle crée quelque chose. Ça se mord la queue. Et c'est pas qu'une expression. Ce modèle encourage une logique où la seule finalité, finalement, c'est la monétisation. Monétisation sans aucun filtre moral ou éthique. C'est juste avoir de l'argent. Dans une ville qui favorise des comportements opportunistes où tout est bon pour faire de l'argent. Dans une société d'où proviennent les influenceuses où tout ce qui montre où tout ce qui compte, c'est ce qu'on montre. Et si on montre qu'on a de l'argent, on n'est pas obligé d'expliquer d'où vient cet argent. Et si on n'a pas de barrière morale, éthique, comme c'est le cas de ces influenceuses, ça peut être de l'argent qui provient de business très sales. Ça va des stories fake, des placements de produits complètement douteux, à des arnaques, voire pire. Et dans ce pire, je veux parler du scandale qui a éclaté en 2022 où des influenceuses ont révélé avoir été payées des dizaines de milliers d'euros pour pratiquer des actes sexuels zoophiles, voire scatophiles et humiliantes avec des riches clients du Golfe qui n'ont eux-mêmes absolument aucun surmoi. Ça va encore plus loin puisque certaines agences à Dubaï se seraient spécialisées dans ces pratiques sur Instagram en rencardant, entre guillemets, des influenceuses et des millionnaires scatophiles. On parle de 15 à 20 000 euros pour une prestation. Bref. Donc voilà. Alors, excusez-moi, ma conclusion va être un peu responsabilisante, mais elle est importante selon moi. Voilà ce qu'est Dubaï aujourd'hui. Mais en faisant cette vidéo, je me suis dit, à cause de quoi, fondamentalement, Dubaï est devenu Dubaï? Eh ben, en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est à cause de nous. Dubaï n'est finalement que la projection de notre fascination pour la puissance, pour l'argent facile et pour la mise en scène de soi. Dubaï, si on prend un peu de recul, c'est un peu un fantasme humain devenu réalité. Dubaï, c'est pas l'anomalie du système dans lequel on vit, c'est le système sans aucun garde-fou. C'est la version sous stéroïdes de nos désirs les plus modernes, à savoir être vu, être envié et avoir sans être, comme dirait Jean-Claude Michéa. Baudrillard, que je cite très souvent, disait que notre époque était obsédée par le simulacre, une copie sans original. Je vous avais parlé de ça dans ma vidéo sur le face maxing. Et Dubaï, c'est un peu ça. C'est un fantasme de réussite sans histoire et sans profondeur. Mais ce fantasme, c'est pas eux, c'est pas les Dubaïotes qui l'ont inventé. C'était des putains de marins perliers. C'est nous qui l'avons projeté sur Dubaï et Dubaï a répondu à ça. Donc d'autres Dubaï verront le jour, d'autres destinations sans âme continueront à exister si nous, l'audience, le réceptacle, on ne se discipline pas. On ne se met pas volontairement des bornes morales à ce qu'on veut et à ce qu'on voit. En fait, en vrai, ça peut paraître un peu chelou, mais on est Dubaï. Pas parce qu'on aime la ville, mais parce qu'on cherche à fuir nos vies qui sont devenues vides. Et donc, du coup, on se retrouve à regarder des vidéos sur Dubaï parce qu'on y voit un peu, quelque part, un symbole de réussite vu que les gens ont de l'argent et qu'ils sont dans la démesure. On kiffe pas spécialement les skylines ou les bagnoles de luxe, mais
On veut croire qu'il y a un endroit sur Terre où on peut tout avoir sans rien construire. On est quelque part, nous, les Occidentaux, la jeune génération, on est Dubaï parce qu'on rêve de briller sans se battre, parce qu'on confond l'image avec la vie réelle. Et tant qu'on changera pas ça, tant qu'on mettra pas des limites à nos désirs, des bornes à nos désirs, il y aura toujours un Dubaï prêt à exploiter nos fantasmes les plus fous, les plus paradoxalement inhumains. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Le lien de ma newsletter est dans la description. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!